Le dîner de Pâques chez mes parents a toujours été une répétition des mêmes plats, des mêmes histoires, du même jambon trop cuit, et de la même tension qui s'accroche au mur comme l'odeur de l'ananas rôti et des carottes bouillies. Chaque année, mon grand frère, qui a 3 ans de plus que moi et un nombre d'accomplissements gonflés à l'hélium, se glisse dans son siège à la tête de la table, comme s'il l'avait mérité, comme si c'était un trône, comme s'il n'avait pas obtenu cette place simplement parce que papa s'asseyait toujours à cette extrémité pour découper la dinde. Je m'installais toujours à ses côtés, absorbant son approbation comme si j'étais la plante de la famille en quête de lumière. Cette année ne faisait pas exception, à part que je revenais au village après avoir conclu un type de contrat qui pousse les gens à chercher votre nom sur Google, en silence bien sûr, sans interview ni photo de presse, juste quelques lignes sur LinkedIn et un email à toute l'entreprise envoyé à 16 h un vendredi. C'est comme ça que j'aime faire, rester sous le radar, mettre l'accent sur les résultats. Mais Ben, lui, opère comme une sirène infernale dans une bibliothèque, bruyant, persistant, et convaincu que le monde doit entendre chacun de ses mots. Nous étions donc là, à passer la purée de pommes de terre, un verre de whisky à la main, pendant que Ben se lançait dans son dernier tirage sur la culture diététique, parlant de la manière dont l'industrie technologique n'est pas pour les âmes sensibles, la culture du travail acharné, la pression des résultats, et toutes ces balivernes sur l'intelligence émotionnelle qui est supposément surévaluée. Au début, je ne l'écoutais même pas. J'étais trop occupé à essayer de découper le blanc de dinde sec sans que cela ne ressemble à de la sueur de bois. Puis il a dit quelque chose, pas tout le monde, s'appuyant comme un roi dans sa cour, peut gérer une véritable carrière dans la tech. Il a regardé autour de la table, comme s'il attendait des applaudissements ou au moins un hochement de tête de papa, qui, bien sûr, lui a offert ce grognement silencieux d'accord qu'il réserve pour Ben, ce bruit qui signifie « c'est mon garçon », toujours ambitieux. Je ne bougeais pas, je ne clignais même pas des yeux, je me contentais de prendre une gorgée de vin rouge, tandis que mon cerveau enregistrait cela. Je vis ma grand-mère Jean me regarder, et, bien qu'elle ne dise rien, ses yeux se plissèrent, ce qui était toujours le signal d'alerte avec elle. Puis est venue la prochaine série de fanfaronnades. Ben a commencé à raconter comment il avait dû licencier un tiers de son équipe le mois précédent, le disant avec un étrange sentiment de fierté, comme si renvoyer des gens faisait de lui un genre de leader dur. Il a appelé ça un « ajustement de taille », moi, je l'appelais quelque chose d'autre. Il a ri, en affirmant que je ne comprendrais probablement pas puisque je n'étais pas vraiment dans la mêlée. Je vis ma mère se tortiller dans son siège, essayant de calmer les choses avant que cela ne tourne en l'un de ces chants de mine passif-agressif qui durent tout le week-end. Elle lui demanda comment avançait son entreprise, et il commença à balancer des chiffres, des prévisions de revenus, des pertes du premier trimestre, une pression des investisseurs. Tout cela sonnait impressionnant, sauf si vous saviez vraiment ce que cela signifiait, ce que je savais. Je gardais le silence, non par peur de parler, mais parce que je voulais voir jusqu'où il irait en creusant sa propre tombe avant que quelqu'un ne lui tende une lampe de poche. Cette personne s'avéra être ma grand-mère. Maintenant, pour le contexte, ma grand-mère Jean approche des 90 ans, mais elle reste suffisamment vive pour faire ses impôts, retire un poulet entier, et écraser des égos comme si elle jouait à un jeu de cochon. Elle a toujours joué à long terme dans cette famille, la matriarche, l'observatrice, celle qui se souvient de tout et ne l'oublie jamais. Elle attendit que Ben respire entre sa stratégie de redressement pour le 4e trimestre et sa gestion de la chaîne de commandement, avant de se tourner vers moi avec une fausse innocence, la voix douce comme du beurre, et de poser la question qui allait changer toute la dynamique de la table. C'est pour ça que ta société a racheté la sienne? Je te jure que tu aurais pu entendre une aiguille tomber. Pas seulement une aiguille, une particule de poussière, une respiration, un battement de cœur. Ben se figea, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Papa s'arrêta de mâcher, ce qui n'arrive quasiment jamais à moins qu'un drame ne se produise ou qu'il y ait une coupure de courant. Maman regarda son verre de vin comme s'il contenait les secrets de l'univers, pendant que je continuais à mâcher mon petit pain comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas allumé une mèche dans une pièce pleine de propane. Ben cligna 2 fois des yeux, puis se mit à rire, un peu trop fort, un peu trop faux. Ce n'était pas ça, dit-il, la voix montant un ton plus haut que d'habitude. C'était une fusion, une alliance stratégique d'intérêt mutuel. Ma grand-mère haussait un sourcil, MHM, dit-elle d'une manière que seules les grand-mères savent faire lorsqu'elles savent que tu es en train de raconter des mensonges, mais qu'elles veulent te voir te tortiller un peu plus. Je ne disais toujours rien, parce que quand la vérité est prête à être lâchée, tu ne gâches pas la première balle. Tu vises l'impact. Ce que Ben ne savait pas, et ce que personne à cette table, à part moi et ma grand-mère, ignorait,
c'était que j'avais passé les 8 derniers mois à observer son entreprise couler de mon siège de premier choix. Quand le moment fut venu quand le conseil d'administration était désespéré, quand les licenciements arrivèrent, quand le moral était au plus bas, je fis mon mouvement, propre, légal, efficace, et maintenant son nom figurait sur l'organigramme, juste en dessous du mien. Je ne l'avais pas fait par vengeance, mais nom de Dieu, ça avait ce goût. Alors voilà, le dîner de Pâques, Ben avec le visage rouge, mes parents abasourdis, et ma grand-mère souriant comme un chat qui vient de faire tomber un vase de la table, défiant quiconque de le lui reprocher. Il n'y eut pas de second acte à ce moment-là, juste un silence pur, inconfortable et magnifique, parce que parfois ce qui est le plus bruyant dans une pièce est la vérité que personne n'a vu venir. Et alors que je tendais la main pour prendre la sauce, je savais que ce n'était que le début de l'histoire. C'était juste la première fissure dans le parfait petit miroir que mon frère avait construit autour de lui, et j'allais le laisser se briser, pièce par pièce, avec le sourire le plus doux du monde sur mon visage, tout comme ma grand-mère m'avait appris. As-tu déjà remarqué que certaines familles ne cachent même pas qui est leur favori? La nôtre n'était pas subtile à ce sujet. Ben était l'enfant doré depuis le jour de sa naissance, avec une chevelure fournie et un petit cri arrogant, comme s'il savait déjà qu'il serait le maître des lieux. Je suis arrivé 3 ans plus tard, plus calme, plus endouceuré, il semble, plus une occurrence tardive qu'un plan. Ma mère disait toujours que j'étais son cadeau surprise, mais en regardant comment se sont déroulées les choses au fil des ans, il semblait que j'étais plutôt le prix de consolation pour des parents déjà trop fatigués pour donner à un deuxième enfant toute leur attention. Ben recevait les acclamations, moi je recevais les listes de tâches. En grandissant, il obtenait le meilleur de tout avant que je n'ai même eu la chance de savoir que c'était quelque chose que je voulais. Sa première bicyclette, brillante et rouge, choisie à la main dans le magasin le plus chic de la ville. Quand je fus assez grand pour rouler à vélo, je récupérai la sienne, vieille, peinte en bleu à la bombe, les roues déjà tordues. Sa première voiture, une Civic d'occasion mais impeccable avec une sono suffisamment forte pour déranger les voisins. La mienne, la vieille Taurus de maman, qui sentait le pied et le désespoir. Quand il faisait une erreur, on l'appelait ambitieux. Quand je faisais quelque chose de bien, c'était de la chance ou du bruit de fond. Je n'étais pas en colère, pas alors. La colère nécessite de la chaleur, et à cette époque, tout ce que j'avais, c'était une résolution froide, une lente combustion, une sorte d'inventaire silencieux que j'ai commencé à stocker au fond de mon esprit. Ben était bruyant, charmant, toujours au centre de l'attention, football universitaire, liste des meilleurs élèves, toutes ces maudites photos de famille où il se tenait en avant, poitrine en avant, comme s'il avait inventé la confiance. J'étais toujours quelque part près du bord du cadre, généralement en train de cligner des yeux ou de tenir la veste de quelqu'un d'autre. Les gens parlaient de Ben comme s'il était destiné à quelque chose de grand, peut-être la politique, peut-être les affaires, quelque chose de brillant et d'important. Moi, j'étais l'introverti, la sage, celle qui aimait les ordinateurs, ce qui, dans les années 90, signifiait en gros, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait, mais au moins elle ne consomme pas de drogue. Quand arriva l'université, cela ne fut même pas une discussion. Ben entra au MIT, en admission anticipée, plein d'arrogance et de prêts étudiants. Toute la famille organisa un barbecue comme s'il venait d'être recruté par la NASA, tandis que moi, je partais pour une université communautaire à 3 villes de là et je n'obtenais même pas de carte d'étudiant. Cela ne me dérangeait pas, vraiment. Je savais depuis le début que je ne gagnerais jamais en jouant à son jeu, et essayer de rivaliser avec Ben dans son propre défilé ne ferait que me piétiner. Alors j'ai commencé à jouer un jeu différent, un avec des délais plus longs, un qui n'avait pas d'applaudissements, mais avec des enjeux plus élevés. Je me spécialisa dans quelque chose qui sonnait impressionnant. L'informatique avec spécialisation en gestion d'entreprise, et je passais mes étés à faire des stages dans des entreprises dont tu aurais entendu parler. Pendant ce temps, je passais mes propres étés à travailler comme freelance sous un nom d'entreprise inventé, car les clients ne me prendraient pas au sérieux autrement. Je construisais des sites web, réparais des réseaux en panne, et apprenais à programmer comme si mon avenir en dépendait, parce qu'en toute franchise, c'était bien le cas. Je me souviens encore de l'été après sa 3e année, lorsque je l'appelais pour lui demander de l'aide sur un problème où j'étais bloqué. Je pensais qu'entre frères et sœurs, il pourrait me donner un coup de main. Il éclata de rire, pas une rigolade, mais un vrai fou rire, comme si je lui avais demandé de nettoyer mes toilettes ou de faire mes impôts. Il m'a dit de le chercher sur Google comme le reste d'entre nous. Je n'ai jamais oublié ça, non pas parce que cela faisait mal, mais parce que cela me disait exactement quel genre de personne il était sous tout ce vernis, et à partir de ce moment-là,
je me suis promis de ne plus jamais lui demander quoi que ce soit. Après cela, je devins sérieuse. Je quittai l'université communautaire, non pas parce que je ne pouvais pas m'en sortir, mais parce que je réalisais que je n'avais pas besoin de ce diplôme pour construire ce que je construisais. J'appris le reste en faisant, en commettant des erreurs, en rebâtissant de zéro plus de fois que je ne peux le compter. J'appris à programmer dans 3 langues, je lançais de petits outils et applications, je modifiais quelques projets mineurs, et finalement, j'ouvris une entreprise dont personne n'avait jamais entendu parler mais qui gagnait de l'argent réel. Pendant que Ben gravissait les échelons de l'entreprise, calculant soigneusement comment impressionner le prochain manager de la chaîne, je construisais la mienne discrètement. Au fil des ans, nos chemins divergèrent comme 2 bateaux dans des courants différents. Il apparaissait aux événements familiaux vêtu de costumes trop chers, mentionnant le dernier produit de son entreprise, fanfaronnant sur ses primes et ses conférences, tandis que moi, je venais en jean, généralement en retard, disant le moins de choses possible et partant tôt. Personne ne savait ce que je faisais, et ça me plaisait. Il supposait que je traînais simplement, peut-être que je faisais des petits boulots, peut-être que je vivais dans un sous-sol. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais besoin de temps, et heureusement pour moi, j'avais appris à investir mon temps mieux qu'eux. Donc, quand l'entreprise de Ben commença à s'effondrer, je le vis venir avant lui. Je suivis les tendances, les licenciements, les mauvaises recrues, la structure gonflée. J'observais sa consommation dépasser sa croissance, et quand le conseil d'administration commença à parler de restructuration, je passai quelques coups de fil. D'ici là, mon entreprise avait les ressources, l'influence, et surtout, aucun bagage émotionnel. Je ne visais pas Ben, je visais l'inefficacité, l'opportunité, la mauvaise gestion. Le fait qu'il vienne avec le paquet n'était qu'une petite blague cosmique que je ne pouvais m'empêcher d'apprécier. La nuit avant le dîner de Pâques, je m'assis seul dans mon bureau avec le contrat d'acquisition signé en main. L'encre à peine sèche, je l'avais relu une 12aine de fois, mais cela me paraissait encore surréaliste, ce document qui plaçait essentiellement la carrière de mon frère, son ego, toute sa narration sous mon nom. Ce n'était pas de la vengeance, pas même une victoire. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus silencieux, comme enfin gratter une démangeaison que tu as depuis 30 ans. Pas exactement satisfaisant, mais nécessaire. J'aurais pu le dire à mes parents à ce moment-là. J'aurais pu appeler Ben, lui donner l'opportunité de sauver les apparences, mais je ne le fais pas, car certaines vérités ne sont pas faites pour être adoucies. Certaines vérités méritent une révélation lente, surtout lorsque toute la famille regarde, et surtout quand la seule personne qui n'a jamais douté de toi, ta grand-mère de 90 ans avec des yeux plus aigus que ceux de n'importe quel investisseur, c'est exactement ce que tu as fait avant même que tu n'aies dit un mot. Tu pouvais sentir la température de la pièce chuter, comme si quelqu'un avait ouvert la porte d'un congélateur et oublié de la refermer. Personne ne bougea. Personne ne dit rien. Le silence n'était pas paisible, il avait une forme, comme une fumée épaisse qui tourbillonnait entre chaque mot qui venait d'être prononcé, enveloppant chaque place, chaque fourchette et serviette, chaque œuf mimosa intact sur cette longue table en chêne. Mon frère, viens, il était assis là, la mâchoire légèrement entr'ouverte, clignant des yeux comme si quelqu'un l'avait frappé avec un pistolet à impulsion électrique droit entre les yeux. Et pour la première fois depuis aussi longtemps que je me souvenais, il n'avait absolument rien à dire. Grand-mère l'avait démoli devant tout le monde, et c'était le genre de choses dont on ne se remet pas avec une blague rapide ou un sourire. On ne peut pas rire du fait que ton petit frère soit le propriétaire de l'entreprise dont tu viens d'être viré. Même lui, le roi de l'haussement d'épaule confiant et du jargon d'entreprise, ne pouvait pas polir cette merde. Je pris une lente gorgée de mon vin, juste assez pour le laisser reposer, juste assez pour lui donner de l'espace pour s'enfoncer plus profondément, parce que je savais que c'était exactement ce qu'il était sur le point de faire. Maman, Dieu bénisse son optimisme éternel, s'interposa, comme le fait une personne qui voit un accident de voiture sur le point de se produire mais pense encore pouvoir l'arrêter avec une voix douce et une main bien placée sur l'épaule. Elle dit quelque chose sur le fait que les entreprises fusionnent tout le temps de nos jours, que ce n'est qu'une question d'affaires, que peut-être nous ne devrions pas parler d'affaires pendant le dîner. Sa voix était douce, mais ses yeux étaient suppliants, papillonnant entre nous comme si elle pouvait souhaiter que tout ce moment se transforme en quelque chose de moins humiliant pour son aîné. Papa ne dit pas un mot, ce qui n'était pas exactement surprenant. Il n'a jamais été très porté sur l'expression émotionnelle, sauf si cela impliquait que l'équipe de football perde ou une erreur au travail. Il continua simplement à mâcher son jambon trop cuit, comme si c'était du chewing-gum et qu'il essayait de l'user par la pure force de sa mâchoire.
Mais je pouvais le voir dans ses épaules, la façon dont elle se crispait, la façon dont sa fourchette était serrée un peu plus fort. Il écoutait, et il n'était pas content. Ben trouva enfin sa voix, bien qu'elle se brisât quand il l'utilisa. « Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il, essayant de rassembler une version de son arrogance froide habituelle. Ce n'est pas comme si je travaillais pour lui maintenant. C'est une fusion, deux entreprises égales qui unissent leurs forces. Un mouvement stratégique standard. Je ne le regardais même pas. Je coupais simplement mes pommes de terre froides, à ce stade écrasées en une forme qui ressemblait vaguement à une insulte passive-agressive sous forme de nourriture, et je le laissais continuer. Nous consolidons le leadership, poursuivit-il, essayant de sonner comme un communiqué de presse. Il y a une période de transition. Rien ne change du jour au lendemain. C'était drôle de le voir se mentir à lui-même en temps réel, comme si peut-être, s'il le disait assez fort, ça deviendrait vrai, et le bateau qui coulait qu'il dirigeait remonterait soudainement à la surface juste parce qu'il refusait d'admettre qu'il avait heurté un iceberg. Puis il se tourna vers moi, comme s'il venait de se souvenir que j'étais dans la pièce. De toute façon, dit-il, inclinant la tête de cette manière qui le sortait toujours d'ennui, tu ne comprendrais pas vraiment. Tu es plutôt une travailleuse indépendante, non? Ce petit mot, indépendante, resta là, comme s'il s'agissait d'une maladie ou d'une mauvaise habitude dont je n'avais pas pu me défaire. Il le dit doucement, mais avec cette pointe qu'il gardait toujours pour quand il voulait me couper devant les autres sans avoir l'air d'avoir commencé la bagarre. Et c'est là que je l'ai dit. Oui, ma voix était égale, calme, chirurgicale, du genre qui signe ton indemnité de licenciement la semaine dernière. Ça ne ressemblait même pas à un coup. Ça ressemblait à allumer un interrupteur. Une seconde, la pièce était tendue, la suivante, c'était juste moi, tenant un miroir devant lui et le laissant voir ce que le reste d'entre nous savait depuis des années. Il cligna des yeux à nouveau, me regardant comme si je parlais une autre langue, comme si les règles de toute notre vie venaient d'être réécrites pendant qu'il ne regardait pas. Et d'une certaine manière, elles l'avaient été. Parce que pour la première fois, je ne le laissais pas parler plus fort que moi. Je n'esquivais pas ses coups ni ne faisais semblant que ça m'était égal. Je le mettais à nu, proprement et simplement. Pas besoin de feu d'artifice. C'est à ce moment-là que papa se leva. Il ne dit rien, il se leva simplement lentement, repoussant sa chaise en silence comme si elle pesait plus qu'elle n'aurait dû, et quitta la pièce. Pas de sortie dramatique, pas de regard furieux, juste du silence et des pas. Et c'était d'une certaine manière pire, parce que s'il avait crié, s'il avait hurlé, ça aurait été familier, attendu. Mais ce silence semblait définitif, comme la partie d'une histoire où quelqu'un ferme une porte et tu sais qu'elle ne va pas se rouvrir. Ben resta assis là, le regardant, la bouche tremblante comme s'il voulait s'expliquer mais ne trouvait pas les mots. Maman lui prit la main, mais il se dégagea, les yeux toujours fixés sur le couloir où papa avait disparu. Grand-mère retourna simplement à ses carottes, mâchant lentement, méthodiquement, comme si elle avait tout vu avant et que rien de tout cela ne la surprenait. Je ne bougeais pas. Je ne jubilais pas. Je n'en avais pas besoin. Parce que certaines victoires ne sont pas bruyantes. Elles ne viennent pas avec des acclamations ou des applaudissements. Elles viennent avec du silence, le genre qui s'installe dans ta poitrine et rend la respiration difficile, pas à cause de la tristesse, mais à cause du poids de la vérité qui finit par se mettre en place. Et en regardant autour de la table, les gens qui me voyaient autrefois comme l'ombre de l'homme assis en face de moi, je réalisais quelque chose que je n'avais pas osé admettre jusqu'à ce moment précis, je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ni à lui, ni à papa, ni à aucun d'entre eux. J'avais déjà gagné. Ce n'était pas parti d'un plan machiavélique ou d'une vengeance que je portais comme une arme chargée depuis 20 ans. Ça n'avait pas commencé comme la plupart des choses importantes dans ma vie, dans le silence et l'observation. Mon entreprise, élancée et concentrée, croissait régulièrement depuis 5 ans, sans investisseurs nous soufflant dans le cou, sans une équipe de direction gonflée. Juste une poignée de personnes qui savaient ce qu'elles faisaient et qui se souciaient vraiment que ça fonctionne. Nous n'étions pas Tapa accent grave l'œil. Nous n'étions pas dans Astérisque TechCrunch Astérisque ni ne portions des gilets Patagonia à chaque conférence. Nous construisions simplement des choses qui fonctionnaient et gagnions de l'argent en le faisant, mois après mois, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. L'entreprise de Ben, en revanche, était du genre à faire la une pour annoncer des choses qu'elle n'avait pas encore construites, à organiser des fêtes de lancement pour des produits encore en version bêta,
à perdre des talents pendant que la haute direction faisait des retraites de yoga et publiait des déclarations vagues sur LinkedIn à propos de résilience. Je les avais regardés s'effondrer lentement de loin pendant presque un an. Pas parce que j'avais quelque chose contre eux, mais parce que je suis du genre à remarquer les inefficacités. Et l'entreprise de Ben, bien qu'autrefois une pépite, était devenue un cas d'école sur comment ruiner quelque chose de bien par arrogance et dépenses excessives. Quand j'entendis pour la première fois le murmure qu'il pourrait chercher à s'aligner avec un partenaire, ce fut par un ami qui le mentionna nonchalamment autour d'un café, comme on parlerait de la météo. Tu sais, ils perdent des talents, dit-il, tapotant le côté de sa tasse. Ça ne me surprendrait pas s'il commençait à regarder ailleurs. Je souris et hochai la tête, mais mon cerveau avait déjà commencé à faire des calculs, à tirer des ficelles, à cartographier les choses de la manière calme dont il le fait toujours quand je sens du sang dans l'eau. Pourtant, je ne me précipitais pas. J'attendis. Parce que le timing est tout, surtout dans ce métier. 3 mois plus tard, je reçus l'email. Un contact d'une société de capital risque commune me tendit la main pour me sonder. Une discussion informelle, la plate et il, sur de possibles synergies. Traduction, ils sont désespérés, et tu sembles stable. Je pris mon temps, même si je savais déjà ce que je voulais. Je n'étais pas intéressé à les sauver, mais j'étais intéressé par ce qu'ils avaient, du talent en ingénierie, quelques brevets clés, une base de clients qui se superposait à la nôtre de la bonne manière. Je leur dis que nous pouvions parler, mais ce serait à mes conditions. Et en silence. Pas de fuite, pas d'exagération. Juste des chiffres et une structure. Les négociations ne furent pas rapides ou elles ne le sont jamais quand il s'agit d'égos de la taille de petites planètes, mais ce qui me frappa dès le début, c'est que personne ne mentionna Ben. Pas une seule fois. Il n'était pas dans la présentation, pas dans l'appel, pas même en arrière-plan. Ce qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa position. Il l'avait déjà mis de côté. Il l'avait relégué dans un coin, et maintenant ils essayaient de nettoyer le désordre sans prononcer le mot « échec » à voix haute. Je n'y croyais presque pas jusqu'à ce que l'organigramme arrive. J'étais dans mon bureau tard un jeudi, le genre de soir où l'air semble chargé d'élan, où les décisions semblent être des objets physiques que l'on peut tenir dans la main. Le document arriva dans un dossier protégé par mot de passe, avec une ligne d'objet générique juste un autre papier dans une pile de nombreux. Mais quand je l'ouvris, il était là. Son nom. Ben Keyer, directeur du développement produit, rapportant directement à moi. Je fixai cette case pendant longtemps. Sans sourire, sans jubiler, juste immobile. C'était surréaliste. Je n'avais pas vu son nom dans un contexte où j'avais autorité sur lui depuis que nous étions enfants, quand je tenais les feuilles de score de nos matchs de basket dans la cour arrière parce qu'on ne me laissait pas jouer à moins que je ne tienne le compte. Maintenant, je tenais à nouveau le compte. Sauf que cette fois, le jeu n'était pas un jeu d'enfant, et les points étaient très, très réels. Je ne le dis à personne. Ni à ma petite amie, ni à mon cofondateur, ni même à grand-mère. Je laissais ça reposer dans ma poitrine comme une pierre jetée dans un lac, avec des ondulations s'étendant silencieusement vers l'extérieur. Je ne voulais pas jubiler. Jubiler implique que tu avais besoin de la victoire pour te valider, et à ce moment-là, je n'en avais plus besoin. Je voulais juste que la paperasse soit finalisée, que la transition soit propre, et que l'affaire soit conclue avant que quelqu'un ne dise quelque chose qu'il ne pourrait pas retirer. Je n'étais pas préparé pour Pâques. J'aurais dû l'être. J'aurais dû le voir venir dès l'instant où grand-mère me demanda sur quoi je travaillais dernièrement, et que je lui donnais une réponse vague à propos d'acquisition. Elle le vit immédiatement, bien sûr. Elle le voit toujours. Mais je ne pensais pas qu'elle lâcherait la bombe au dîner. Je pensais qu'elle me prendrait peut-être à part dans la cuisine, me lancerait un regard complice, peut-être un sarcastique, alors, je suppose que tu es la patronne maintenant. Mais non. Elle le dit à voix haute, avec ce calme tranchant comme une lame qui fit geler toute la pièce, comme une photo fixe d'un drame familial avec un éclairage terrible et des secrets encore pires. Et puis, après la tension, après le silence, après que Ben eut essayé de tourner les choses à son avantage et que je lui fais taire avec une seule phrase, elle attendit que le dessert soit débarrassé pour me coincer. Elle me prit à part, une main sur mon bras, assez ferme pour faire passer un message, et me conduisit sur la terrasse arrière comme si nous allions avoir une conversation sincère plutôt qu'un affrontement. Qu'est-ce que c'était que ça, siffla-t-elle, la voix aiguë, basse, et pleine de quelque chose qui n'était pas exactement de la colère, mais très proche de la panique. Tu ne pouvais pas juste laisser passer ?
Je la regardais, vraiment, et je la vis pour la première fois. Elle n'était pas en colère parce que je l'avais battue. Elle avait peur parce que je ne jouais plus le jeu. J'avais réécrit les règles, et elle ne savait même pas sur quelle page nous étions. Et le pire, c'est qu'elle pensait encore que c'était rattrapable. Elle pensait encore qu'elle pouvait s'en sortir en parlant. Elle ne comprenait pas que c'était déjà fait. Fini. Signé. Archivé. Alors je ne dis rien. Je regardais simplement la cour où nous jouions à la balle, où elle lançait toujours trop fort exprès, où je faisais semblant que ça ne faisait pas mal. Et je laissais le silence parler. La terrasse arrière grinçait sous nos pieds, comme le fait le vieux bois quand il essaie de vous avertir que ce qui vient ensuite ne peut pas être défait. L'air nocturne avait ce froid cassant qu'on ne ressent qu'au début du printemps, comme si l'hiver n'était pas tout à fait parti, et nous non plus. Ben faisait les 100 pas, des pas courts et précipités, chaque mouvement comme une étincelle d'un fil trop effiloché. Ses mains étaient serrées en poing, bien qu'il n'allait pas frapper qui que ce soit. Pas vraiment. Pas encore. Son visage avait perdu ce contrôle calme et arrogant qu'il portait comme une médaille, et maintenant il était brut, rouge, la mâchoire tendue comme s'il mâchait du verre mais ne pouvait pas le cracher. « Tu as planifié ça, dit-il. » Ce n'était pas une question, pas même une accusation réelle, plutôt une tentative désespérée de construire une version des faits qui le rendait moins pathétique. « Tu as orchestré tout ce foutu truc. Tu étais là, à attendre que je tombe, juste pour pouvoir surgir et jouer au héros ou au méchant, bon sang, je ne sais même pas lequel tu penses être. » Je ne répondis pas tout de suite. Je m'appuyais simplement sur la rambarde et regardais la cour arrière, le même carré de pelouse où nous nous poursuivions jusqu'à ce que quelqu'un pleure, généralement moi, généralement parce qu'il poussait un peu trop fort et appelait ça une blague. Le même bout de terre où nous avions enterré une capsule temporelle, convaincus que nos futurs nous-mêmes seraient des légendes à ce moment-là. Ben s'approcha, sa voix monta, ses doigts tressaillirent comme s'il ne savait pas quoi faire de la colère qui le traversait. « Tu m'as toujours détesté d'être meilleur, dit-il, les yeux flamboyants. Plus intelligent, plus rapide, plus ambitieux. Tu n'as jamais eu le cran de jouer à mon niveau, alors tu as attendu que je glisse, et tu m'as donné un coup de pied pendant que j'étais à terre. Très noble, Ben. » C'est alors que je me tournai, lentement, calmement, et croisai son regard avec quelque chose qu'il n'avait pas vu en moi depuis très, très longtemps, de la clarté. Pas de la colère, pas de douleur, pas même de la fierté. Juste le calme de quelqu'un qui n'avait plus besoin de son approbation. « Tu ne m'as jamais éclipsé, dis-je, sans élever la voix, sans précipiter mes mots. Tu parlais juste plus fort. Ça fit mouche. Pas comme un coup, mais comme une vérité si simple qu'on ne pouvait pas la contester. Ben tressaillit, à peine, et c'est alors que je vis le changement. Ses yeux se plissèrent, son corps se tendit, et dans un mouvement fluide, réflexe, il avança d'un pas et attrapa une poignée de ma chemise. Les vieilles habitudes ont la vie dure, n'est-ce pas? C'était de l'instinct pur, stupide, chargé d'histoire. Il avait fait ce même geste 100 fois quand nous étions enfants dans la cour, dans le couloir, dans le garage quand je touchais ses affaires. L'acte alpha, le gonflement de poitrine qui lui obtenait toujours ce qu'il voulait, parce que personne ne le défiait. Ni les profs, ni nos parents, et certainement pas moi. Jusqu'à maintenant. Mais cette fois, je ne bronchais pas. Je restais là, immobile comme une pierre, le laissant sentir la différence, le laissant enregistrer que l'homme qui l'attrapait n'était pas l'enfant qui se recroquevillait autrefois à son ombre. Je ne le poussais pas, je ne levais pas la main. Je n'en avais pas besoin. Nous ne sommes plus des enfants, Ben, dis-je doucement, ma voix comme un scalpel. Et je ne travaille pas pour toi. Pendant une seconde, il resta juste là, les jointures blanches, le visage à quelques centimètres du mien. Puis il me lâcha lentement, les doigts tremblants comme s'il voulait frapper quelque chose mais savait que ça ne servirait à rien. Il recula d'un pas et rit, un son amer, creux, qui se brisa sous le poids de tout ce qu'il ne voulait pas admettre. « Tu penses que ça fait de toi le meilleur homme ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Tu penses qu'acheter mon entreprise te donne de la valeur maintenant ? » « Je n'ai jamais eu besoin d'acheter ton entreprise pour avoir de la valeur, dis-je, me tournant vers la cour. Mais apparemment, j'ai dû l'acheter pour te le prouver. » Derrière nous, à travers la fenêtre de la cuisine, la lumière était allumée. Grand-mère était là, une main posée sur le comptoir, l'autre remuant quelque chose qu'elle n'avait probablement même pas l'intention de servir. Mais ses yeux étaient fixés sur nous, aussi perçants que toujours,
observant comme le juge final dans une salle d'audience dont nous n'avions pas réalisé que nous étions entrés. Elle sourit. Pas un grand sourire, pas un sourire victorieux. Juste la plus légère courbe au coin de sa bouche, le genre de sourire que les gens arborent quand ils voient une tempête enfin éclater, ou quand une vérité attendue depuis longtemps finit par sortir et respirer. Ben ne la vit pas, ou peut-être qu'il la vit mais ne pouvait pas affronter ce que ça signifiait. Il recula encore d'un pas, secoua la tête, et murmura, « Tu n'es pas celui que je pensais que tu étais. » Je ne répondis pas. Parce que, qui avait-il à dire? Il avait raison. Je ne l'étais pas. Mais la vérité, qu'il n'avait jamais vue et qu'il ne pouvait peut-être toujours pas voir, c'est que je n'avais jamais voulu être celui qu'il pensait que j'étais. J'avais passé trop d'années à prétendre que le silence signifiait de la faiblesse, que l'humilité signifiait de la soumission, que le succès n'était pas réel à moins que quelqu'un d'autre ne le valide. Mais maintenant, debout là sur la terrasse arrière, avec ses doigts encore chauds d'avoir essayé de me ramener à cette vieille dynamique, je savais mieux. J'avais déjà laissé derrière moi cette version de moi-même. Et peut-être, juste peut-être, c'est pour ça qu'il était vraiment en colère. Parce que pour la première fois de sa vie, il ne pouvait pas m'atteindre. Il ne pouvait pas me déstabiliser. Il ne pouvait pas gagner. Et je n'avais pas besoin de dire un mot de plus pour le rendre clair. La maison s'était en grande partie calmée à ce moment-là, comme elle le fait toujours après une tempête. Pas exactement calme, mais silencieuse, d'une manière tendue et chargée, comme si les murs essayaient encore de traiter ce qu'ils avaient entendu et ne savaient pas comment tout contenir. Les assiettes avaient été empilées dans l'évier, la table débarrassée sans cérémonie, et le reste de la famille s'était dispersé dans différents coins de la maison, comme des survivants s'éloignant d'un naufrage. Maman était à l'étage, pliant du linge qui n'avait pas besoin d'être plié. Ben était enfermé dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée, prétendant vérifier ses emails. Papa avait disparu quelque part dans le garage, où il avait l'habitude de se retirer quand les choses se brisaient assez pour révéler des sentiments qu'il ne voulait pas nommer. Et moi, j'étais seul dans la cuisine, avec la lumière tamisée projetant de longues ombres sur le sol en linoléum, essayant de comprendre comment des vacances avaient réussi à se transformer en champ de bataille. C'est alors que grand-mère est entrée. Au début, elle n'a rien dit. Elle est simplement entrée, comme elle le faisait toujours, lentement mais avec assurance, ses pantoufles frôlant les carreaux, sa chemise de nuit murmurant doucement, ses yeux clairs et concentrés malgré leur tardive. Elle s'est dirigée vers la cuisinière, a vérifié une casserole éteinte depuis longtemps, l'a remuée une fois avec une cuillère en bois, comme si cet acte en lui-même l'aidait à réfléchir. J'étais appuyé contre le comptoir, les bras croisés, et pendant un moment, nous avons simplement existé dans cet espace ensemble, sans rien dire mais, d'une certaine manière, en disant beaucoup. Puis elle s'est tournée vers moi, avec ce regard familier, aussi perçant qu'il l'avait été au dîner, et a hoché la tête vers le couloir arrière menant au salon. « Viens », a-t-elle dit, non comme une demande, mais comme une affirmation d'inévitabilité. Alors je l'ai suivie, passant par la planche du plancher qui craque près de la salle de bain, jusqu'à la petite pièce lambrissée où elle gardait ses petits trésors depuis des décennies, des livres anciens, des photos décolorées, des bibelots de marché aux puces qu'elle jurait être des antiquités, et l'odeur de cire au citron et de bois qui ne semblait jamais s'estomper. Elle s'est assise lentement dans son vieux rocking chair, m'a fait signe de prendre la chaise en face d'elle, et a plongé la main dans le tiroir de la table de nuit sans regarder. Sa main en est ressortie tenant quelque chose enveloppé dans un morceau de tissu vieux et usé, quelque chose qu'elle avait manifestement gardé caché pendant longtemps. Elle l'a déballé doucement, et là, c'était l'horloge de grand-père. Une pièce simple, ni ostentatoire ni coûteuse, mais elle avait du poids. Pas seulement un poids physique, bien qu'elle fût solide dans la paume de la main, plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Elle portait le poids de l'histoire, des attentes, de tous les regards silencieux et des leçons implicites que grand-père nous donnait quand il était encore parmi nous. Tout le monde dans la famille avait supposé qu'elle la donnerait à Ben. Bien sûr, le premier-né, l'homme d'action, celui qui parlait toujours bruyamment d'héritage, d'honneur, et de perpétuer le nom de famille, comme si nous étions de la royauté plutôt que des gens de la classe moyenne de l'Indiana qui payaient leurs factures à temps et rangeaient les décorations de Noël au grenier. Mais elle ne la lui a pas donnée. Elle me l'a donnée à moi. Je l'ai gardée pendant des années, a-t-elle dit, en la plaçant dans ma main ouverte, comme si elle me transmettait une responsabilité plus qu'une possession. Ton grand-père m'a dit de la donner à celui qui lui ressemblait le plus. Pas le plus bruyant, pas le plus loué, mais celui qui restait silencieux et continuait d'avancer. J'ai regardé l'horloge, la façon dont le verre rayé captait la lumière,
la manière dont le bracelet en cuir s'était moulé au poignet de grand-père et semblait maintenant prêt à s'adapter au mien. Je n'ai rien dit, non pas parce que je n'avais pas de questions au bon sens, j'en avais mille mais parce que je savais que ce n'était pas un moment pour les questions. C'était un moment pour recevoir. Elle a besoin d'attention, a-t-elle dit après une pause, sans détourner son regard du mien. Elle l'a toujours eu, depuis que j'étais enfant. Pas mauvaise, juste vide d'une manière qu'elle ne comprend pas encore. Mais toi, tu n'as jamais eu besoin des applaudissements. Tu avais juste besoin de temps. Quelque chose s'est coincé en moi alors, pas un sanglot, pas une larme, juste quelque chose de lourd et d'inachevé qui était resté bloqué là depuis que j'avais environ 10 ans, regardant mon frère recevoir des choses à bras ouverts pendant qu'on me donnait des instructions en me disant de ne pas les laisser tomber. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti amer à ce sujet. Je me suis simplement senti compris. La porte a grincé derrière nous, et nous nous sommes tous les deux tournés. Papa était là, silencieux comme toujours, tenant une tasse de café probablement refroidie. Ses yeux se sont posés sur l'horloge dans ma main, et pendant un moment, il n'y avait aucune expression, juste ce visage de pierre qu'il portait toujours quand l'émotion tentait de se manifester. Mais ensuite, quelque chose a changé à peine, une tension autour des yeux, un adoucissement de la mâchoire. Pas exactement de l'approbation, pas du pardon, juste une reconnaissance. Une acceptation, peut-être même un murmure de regret. Il n'a pas parlé, il a juste hoché la tête une fois et s'est retourné, ses pas résonnant dans le couloir avec le poids d'un homme qui souhaitait peut-être avoir vu les choses un peu plus tôt, avoir posé des questions différentes, avoir regardé dans d'autres directions. Ou peut-être pas. Peut-être que c'était juste moi qui projetais. De toute façon, le silence qu'il a laissé derrière lui en disait plus que les mots n'auraient pu le faire. J'ai regardé à nouveau grand-mère. Elle le regardait disparaître, puis elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillant légèrement de quelque chose d'implicite. Certaines choses ne s'achètent pas, a-t-elle dit, lentement et sûrement. Mais certaines personnes, si elles sont à vendre. Elle s'est adossée à sa chaise, a fermé les yeux et a soupiré, comme une femme qui venait de terminer le dernier chapitre d'une histoire que seule elle comprenait vraiment. Et moi, je suis resté là, avec cette horloge dans la main, ressentant le poids de chaque moment qui avait conduit à cela. Pas en colère, pas triomphant, juste calme. Et d'une certaine manière, c'était suffisant. Les lundis matins dans le monde de la technologie sont généralement un mélange de chaos et de caféine, des emails non lus qui crient depuis chaque onglet, des messages Slack qui s'accumulent plus vite que vos pensées ne peuvent s'organiser, et des invitations à des réunions qui ressemblent plus à des menottes qu'à des rappels. Mais ce lundi-là n'était pas chaotique. Il n'était pas bruyant. Il était calme, d'une manière qui semblait orchestrée, comme l'instant avant que Quartet à cordes ne commence à jouer dans un théâtre silencieux. Quand je suis entré dans le bureau, il n'y avait pas de tension dans l'air, pas de murmure dans la salle de pause, pas de mouvement brusque. Juste une étrange sérénité, comme si le bâtiment lui-même savait que quelque chose avait été retiré et s'ajustait à ce nouveau poids. Le nom de Ben avait disparu du système à 9h30. Pas de mémo interne, pas de réunion générale, pas de phrase cliché du genre « Nous lui souhaitons le meilleur » enveloppé dans un jargon d'entreprise vide. Juste disparu. Son profil effacé de l'organigramme, son bureau déjà vidé, sa carte d'accès répertoriée comme désactivée dans le registre administratif. C'était la démission la plus silencieuse que j'ai jamais vue, et d'une certaine manière, cela la rendait plus lourde que s'il était parti avec fracas, colère ou un essai prétentieux sur LinkedIn à propos de nouvelles opportunités. À midi, ma boîte de réception commençait à s'illuminer. Pas de la part du conseil, pas des investisseurs, mais des employés actuels et anciens qui avaient attendu ce moment comme on attend un changement de météo silencieusement, sans relâche, avec cette étrange forme d'espoir que quelque chose finisse par céder. Les messages n'étaient pas longs, et ils n'avaient pas besoin de l'être. Juste un flux constant de « merci », ça a pris assez de temps, et c'était un cauchemar de travailler pour lui. Certains étaient plus personnels. Un ingénieur a dit que Ben s'était attribué le mérite de son travail pendant 3 trimestres consécutifs. Un autre a décrit avoir été crié dessus lors d'une vidéoconférence pour avoir posé une question sur les délais du projet. Une femme des ressources humaines a écrit qu'elle avait signalé son comportement à ses supérieurs une fois, et on lui avait dit de mieux documenter la prochaine fois, comme si sa toxicité nécessitait un tableur pour être reconnu. J'ai lu chaque message, chaque mot. Et à chaque ligne que je parcourais, chaque petite gratitude écrite en pixels, je sentais quelque chose d'étrange et d'inconnu commencer à remuer en moi. Pas de la fierté, pas de revanche. C'était plus silencieux que cela.
Une sorte de responsabilité, peut-être. Le poids de savoir que lorsque vous éliminez enfin un tyran, il reste encore les débris qu'il a laissés derrière lui, et il devient votre travail de reconstruire. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un nom que je ne m'attendais pas à voir. Maman n'appelait jamais pendant les heures de travail, sauf si c'était urgent ou émotionnel, généralement les deux. J'ai laissé sonner un moment, regardant l'écran, me demandant si elle savait, comment elle savait, et ce qu'elle voulait dire qui ne pouvait pas attendre la prochaine réunion de famille où elle pourrait lisser les fissures en personne avec des plats mijotés et des sourires nerveux. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Elle pleurait déjà au pas des sanglots, pas hystérique, juste ce genre de pleurs doux et hachés où chaque mot semble pousser à travers une tempête. Elle a demandé pourquoi je ne lui avais rien dit. Elle a demandé depuis combien de temps je savais. Elle a demandé ce qui était arrivé au petit garçon qui jouait avec des Legos sur le sol du salon, qui construisait des châteaux, des robots, des tours en plastique, des rêves et une rivalité fraternelle. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Et la réponse est venue si facilement que je n'ai même pas fait de pause. Parce que je voulais un frère, ai-je dit. Pas un rival. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste respiré, laissant le silence porter toutes les choses que nous ne pouvions pas nommer. Je pense qu'au fond, elle savait. Pas à propos de l'entreprise, de l'accord ou du changement de pouvoir, mais à propos de la fracture, la longue et lente dérive entre nous qui avait commencé il y a des années et qui ne faisait que s'élargir avec chaque mot non dit, chaque mépris non reconnu. Elle savait, et peut-être est-ce pour cela qu'elle pleurait. Pas parce que j'avais agi, mais parce que j'avais attendu si longtemps pour arrêter de prétendre que tout allait bien. Après la fin de l'appel, je me suis assis seul dans mon bureau, les lumières tamisées, la porte fermée, dans ce calme qui ne vient qu'après une crise émotionnelle. Je me suis adossé à ma chaise, les mains jointes sous le menton, pensant non pas à ce qui viendrait ensuite pour l'entreprise, le personnel ou les réunions budgétaires à l'horizon. Je pensais à Ben. Pas l'exécutif, pas le fanfaron, mais le gamin aux genoux écorchés et au sourire tordu qui riait trop fort et lançait des balles de baseball trop fort. Et je me suis demandé s'il me pardonnerait un jour, ou s'il se pardonnerait lui-même. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, le ciel glissait déjà vers le crépuscule, cet instant magnifique entre deux où le jour essaie de s'accrocher un peu plus longtemps, même si la nuit insiste pour qu'il soit temps de lâcher prise. J'ai enlevé mes chaussures, desserré mon col, et laissé mon sac près de la porte. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait une enveloppe. Elle était lourde pas physiquement, mais d'une manière qui semblait ancienne et pleine d'attente. Pas de nom à l'avant, pas d'adresse d'expéditeur, juste un mot dans l'écriture nette, familière et indubitable de mon père. Je l'ai regardé beaucoup plus longtemps que je ne l'avais prévu, les bords doux sous mes doigts, le papier épais et soigneusement plié. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je n'étais pas prêt. Peut-être que je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que l'incertitude abritait encore des possibilités ou des mots d'excuse, des mots de colère, une déclaration finale d'un homme qui n'avait jamais été très doué avec les mots. Alors je l'ai placée dans le tiroir de mon bureau, non ouverte, et pour l'instant, c'était suffisant. Thanksgiving est arrivé, comme toujours, assez froid pour que votre souffle soit visible le matin et assez sentimental pour obliger les familles à se réunir sous un même toit, qu'elles soient prêtes ou non. Les feuilles avaient presque toutes disparu, éparpillées sur la pelouse comme des promesses oubliées, et la maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. Peut-être parce que moins de voix la remplissaient, ou peut-être parce que le silence a tendance à rapprocher les murs. Quoi qu'il en soit, l'air était différent cette fois, pas seulement à cause de la saison, mais à cause de l'absence qui trônait à la table comme un fantôme sur une chaise pliante. Ben n'était pas là. Son nom n'a pas été mentionné, ni directement, ni d'une manière qui ouvrirait la porte à une vraie conversation. Mais il était partout ou dans les vides, le siège vide, la vaisselle intacte que maman a quand même mise, comme si la mémoire musculaire l'avait emporté sur le bon sens. La façon dont papa continuait à la regarder sans se rendre compte qu'il le faisait. Ce n'était pas de l'hostilité. C'était plus comme du chagrin, mais sans la clarté de la mort pour lui donner un sens. Un deuil lent pour quelque chose qui s'était fissuré mais qui n'avait jamais complètement rompu, assez tranchant pour faire saigner, mais pas assez brisé pour être enterré. Maman était distante, flottant entre les actions comme quelqu'un coincé entre des traditions qu'elle ne voulait pas perdre et une réalité qu'elle ne savait pas comment accepter. Elle souriait quand elle devait le faire, remplissait les verres trop souvent, et demandait à tout le monde s'ils avaient assez chaud,
comme si c'était une question qui pourrait réparer quelque chose si elle était posée encore une fois. Je l'ai surprise à me regarder plus d'une fois, pas avec de la culpabilité, mais avec ce regard doux et perçant que seuls les mères ont, celui qui scrute votre visage comme s'il pouvait révéler l'enfant qu'elle connaissait autrefois, enfoui sous ce que vous étiez devenu. Papa m'a fait un signe de tête quand je suis entré. C'était tout un signe de tête, un geste si petit et contenu qu'il aurait pu passer inaperçu si je n'avais pas attendu quelque chose de plus. Il ne m'a pas parlé directement jusqu'à ce que j'ai fini ma deuxième portion de purée de pommes de terre, et même alors, ce n'était qu'une remarque sur la météo, lancée comme un hameçon par un homme qui voulait se connecter mais ne trouvait pas comment attacher l'appât. Je lui ai rendu ce que je pouvais, une conversation banale, une reconnaissance polie, rien de trop lourd. Et ça semblait suffire. Ou peut-être pas. Peut-être que nous faisions tous les deux semblant. Grand-mère était là, bien sûr, dans sa chaise habituelle près de la fenêtre, observant le vent jouer avec les arbres et les enfants du quartier lancer des ballons de football entre les allées. Elle semblait plus petite qu'à Pâques, comme si le temps avait enfin commencé à poser la main sur son épaule. Mais ses yeux restaient perçants, continuaient d'observer, continuaient de tout cataloguer de cette manière calme et savante qu'elle avait. Quand nos regards se sont croisés, elle a souri pas largement, pas avec suffisance, juste la douce satisfaction de quelqu'un qui avait vu un long jeu se terminer comme elle l'avait prévu. Elle n'a pas beaucoup parlé pendant le dîner, mais elle n'en avait pas besoin. Sa présence en disait assez. Après que les assiettes ont été ramassées et que le bourdonnement de la cuisine s'est estompé en bruit de fond, je me suis échappé dans le salon, la vieille pièce lambrissée qui sentait encore son parfum, la poussière et les vieux livres. Je me suis assis à son bureau, à l'endroit même où j'étais assis des mois plus tôt quand elle m'avait donné l'horloge de grand-père. Et cette fois, j'ai sorti l'enveloppe qui attendait patiemment dans le tiroir de mon bureau depuis que mon père me l'avait laissée. Je ne l'avais pas ouverte. Pas exactement par peur, mais parce que les choses non ouvertes ont encore du potentiel. Elles peuvent être n'importe quoi jusqu'à ce qu'elles soient définies espoir, regret, louange, déception. Jusqu'à ce que vous lisiez les mots, tout vit dans le limbo. Mais cette nuit-là, avec la maison bourdonnant doucement autour de moi et le poids d'une famille à moitié guérie pressant contre les fenêtres comme de l'air froid, je l'ai ouverte. Il n'y avait qu'une ligne, tu as toujours été assez. Je n'ai simplement pas su comment le dire. Je l'ai lu une fois, puis une autre, et encore une autre. Puis je me suis adossé à la chaise, avec une brûlure que je n'avais pas ressentie depuis des années, pas depuis que j'étais enfant et que je m'étais écorché le genou si fort que le sang s'était infiltré dans ma chaussette. Les larmes sont venues lentement, pas dramatiques, pas théâtrales, juste réelles. Le genre de pleurs qui s'échappe de vous quand vous avez tenu trop longtemps, et que quelque chose se brise enfin de la bonne manière. Je n'étais plus en colère. Pas contre lui, pas contre Ben, pas contre les années que j'avais passées à courir après une version du succès que je pensais devoir prouver. Parce que peut-être que j'avais eu besoin de le prouver. Peut-être que c'était ce qu'il fallait pour réaliser que je n'en avais plus besoin. Plus tard, quand je suis retourné avec les autres, la maison était plus tamisée, plus calme, remplie d'odeurs de restes, de vin à moitié bu, et de rires à moitié entendus. J'ai vu maman enlacer ma cousine comme si elle risquait de se briser si elle la lâchait trop vite. J'ai vu papa rester près de la porte, comme un homme qui n'était pas sûr s'il devait dire quelque chose de plus, puis qui a décidé de ne pas le faire. Grand-mère m'a regardé une dernière fois avant que je parte et a dit simplement « Bien. Maintenant, continue ». Quand je suis sorti dans l'air frais de la nuit, j'ai réalisé que le véritable héritage n'était ni l'horloge, ni la lettre, ni le signe de tête de mon père. C'était la certitude d'avoir survécu à l'histoire qu'on avait écrite pour moi et de l'avoir réécrite sans la permission de personne. Peut-être que j'ai gagné, ou peut-être que j'ai perdu quelque chose de plus grand en essayant de prouver que je n'avais pas besoin de gagner. Mais une chose est sûre, certains dîners changent tout, et certains silences en disent plus que les applaudissements. Alors, qu'aurais-tu fait ? Aurais-tu dit quelque chose à ce dîner, ou aurais-tu simplement laissé croire à la mensonge ?